Imagine que tu gardes depuis des années, dans un coffre-fort supposément inviolable, l'objet le plus précieux que tu possèdes. Pas chez toi, pas près de la frontière, mais au cœur de ton territoire, à des centaines de kilomètres de tout danger imaginable. Et un matin, tu ouvres ce coffre-fort et tu découvres qu'il a brûlé de l'intérieur. Voilà exactement ce que la Russie a vécu le 25 avril 2026. Et ce que tu vas comprendre dans les prochaines minutes, c'est que cette frappe ne détruit pas seulement des avions. Elle détruit quelque chose de bien plus fondamental, quelque chose que la Russie ne peut pas reconstruire en usine. Parlons d'abord de géographie parce que sans elle, on passe à côté de l'essentiel. L'aéroport de Chagol se trouve dans la région de Tcheliabinsk, en Russie. Si tu regardes une carte, tu cherches d'abord la frontière russo-ukrainienne, puis tu continues vers l'est, tu continues encore, tu passes les Ourals et tu arrives quelque part aux confins de la Sibérie occidentale. Environ 1700 km séparent cet endroit de l'Ukraine. Pour te donner une idée concrète, c'est à peu près la distance entre Paris et Moscou. C'est là, sur ce tarmac supposément hors de portée, que des images satellites ont révélé les carcasses calcinées de plusieurs Su-57, les chasseurs furtifs les plus avancés que la Russie ait jamais construits. La Russie a mis presque une semaine avant d'en parler publiquement, une semaine. Ce silence n'est pas anodin et on y reviendra parce qu'il dit tout sur la nature de ce qui vient de se passer. Mais d'abord, pourquoi le Su-57 est-il si important ? Pour comprendre ça, il faut revenir à 1999. Cette année-là, alors que l'OTAN bombarde la Yougoslavie et que les États-Unis affichent une supériorité aérienne écrasante avec leur F-22 Raptor, l'état-major russe tire une conclusion, la Russie a besoin de son propre chasseur de 5e génération. Furtif, supersonique en croisière, hyper maniable, capable d'emporter des missiles de longue portée et potentiellement des armements nucléaires. Le programme PAK-FA est lancé. L'avion sera connu plus tard sous le nom de Su-57 et il deviendra le symbole d'une promesse. La Russie reste une puissance militaire de premier rang, dans le même niveau que les Américains et les Chinois. 27 ans de développement, des milliards de roubles investis, des ingénieurs, des usines, des essais en vol, des démonstrations spectaculaires au salon aéronautique. Et au bout de tout ça, en 2026, la Russie dispose d'environ 42 appareils produits en série, dont à peine une dizaine considérés comme pleinement opérationnels. 42. À titre de comparaison, les États-Unis ont arrêté la production du F-22 il y a plus de 10 ans et ils en ont près de 200, sans compter les centaines de F-35 déployés partout dans le monde et le F-47, la prochaine génération déjà en développement. Le Su-57 n'était pas une armada, c'était une vitrine, et l'Ukraine vient de mettre le feu à cette vitrine. Alors comment est-ce possible ? Comment des drones ou des missiles ukrainiens ont-ils pu traverser 1700 km de territoire russe, un pays qui possède l'un des systèmes de défense aérienne les plus vantés au monde, le S-400, des réseaux radars superposés, des batteries de missiles intercepteurs, et frapper cet aéroport sans être arrêté ? C'est la question que les analystes militaires du monde entier se posent en ce moment. Et la réponse est aussi simple qu'elle est brutale. Les défenses russes ne fonctionnent pas comme elles le prétendent. Ce n'est pas la première fois. Depuis le début de la guerre, des frappes ukrainiennes ont touché Moscou, des raffineries en Sibérie, des bases dans la région de Saratov. Chaque fois, la même question revient. Chaque fois, la même réponse embarrassante. Ça a quand même passé. À un moment, ce n'est plus une faille dans le système. C'est le système lui-même qui révèle ses limites. Et ces limites ne sont pas seulement militaires. Elles sont diplomatiques, commerciales, géopolitiques. Combien de pays ont acheté des systèmes de défense anti-aérienne russes en croyant acquérir une protection réelle ? Combien d'entre eux regardent aujourd'hui ces images satellites et recalculent mentalement leur investissement ? Ce moment mérite qu'on s'y arrête, parce qu'il est peut-être l'un des plus lourds de conséquences de toute cette guerre. Si tu sens que cette frappe dépasse le simple cadre du conflit russo-ukrainien, partage cette vidéo, c'est ce qui permet à ce genre d'analyse d'atteindre ceux qui en ont besoin. Revenons sur le détail du silence russe, parce qu'il est révélateur d'une mécanique qui dépasse la communication de guerre ordinaire. Quand un pays subit une frappe militaire et décide de ne pas en parler pendant 6 jours, ce n'est pas de la discrétion stratégique, c'est de la panique narrative. La Russie a une machine de propagande très rodée, capable de transformer une défaite en victoire morale en quelques heures. Mais là, elle a choisi le silence. Pourquoi ? Parce que certaines images sont trop lourdes à retourner. Un Su-57 en feu sur son propre tarmac, à l'intérieur du territoire national, n'est pas une information qu'on peut présenter comme une démonstration de puissance. C'est une image qui contredit des années de discours officiels. Et les images satellites ne mentent pas. Quand les photos ont commencé à circuler, publiées par des analystes open source, des journalistes, des comptes spécialisés, le gouvernement russe n'a plus eu le choix. Le silence n'était plus tenable. Mais le mal était fait. Non pas parce que les Russes allaient tous se retourner contre la guerre le lendemain matin. Les systèmes autoritaires sont construits pour absorber les chocs narratifs. Mais parce que chaque crack dans la façade officielle s'ajoute au précédent. Et les cracks s'accumulent depuis 2022.
Il y a une dimension supplémentaire qu'on n'évoque presque jamais dans les médias généralistes, et pourtant elle est centrale. La question de la reconstruction. Peut-on simplement remplacer les Su-57 perdus? En théorie, oui. Il existe une chaîne de production. En pratique, c'est infiniment plus compliqué. Construire un chasseur furtif de 5e génération n'est pas comme assembler un camion. Ça nécessite des matériaux composites ultra spécifiques, des microélectroniques avancées, des systèmes avioniques de haute précision. Depuis 2022, les sanctions occidentales ont coupé la Russie de nombreux fournisseurs de composants critiques. L'industrie de défense russe tourne en flux tendu. Elle compense comme elle peut, parfois avec des composants détournés de produits du grand public. Dans ce contexte, reconstruire des appareils furtifs de haute technologie à un rythme soutenu relève du défi herculéen. Les experts qui s'expriment honnêtement sur le sujet parlent d'années, pas de mois, d'années. Mais la frappe du 25 avril ne s'est pas arrêtée au Su-57. Les mêmes jours ont vu des images de la raffinerie de Toubtchaïev en feu pour la 4e fois. La 4e. Cette insistance n'est pas hasardeuse. Les raffineries russes ne sont pas des cibles symboliques. Elles sont des cibles économiques au sens le plus direct du terme. Le pétrole et le gaz sont le carburant financier de la guerre. Chaque raffinerie mise hors service, même temporairement, c'est un flux de revenus interrompu, un budget de guerre amputé. L'Ukraine frappe l'économie qui finance les obus qui tombent sur ces villes. C'est une stratégie cohérente, méthodique, et elle porte ses fruits. Et puis il y a les hélicoptères. Des drones ukrainiens de moyenne portée ont détruit un Mi-17 et un Mi-28, ce dernier étant l'équivalent russe de l'Apache américain. Un appareil de combat dédié, conçu pour résister, pour manœuvrer, pour survivre dans un environnement hostile. Neutralisé par un drone, la formule mérite d'être pesée. Un drone, relativement peu coûteux, produit en série, piloté à distance, contre un hélicoptère d'attaque conçu pendant des décennies pour dominer le champ de bataille. Ce rapport coût-efficacité résume à lui seul l'une des grandes leçons de cette guerre, une leçon que les doctrines militaires classiques n'ont pas encore pleinement intégrée. Alors, si on prend du recul et qu'on regarde l'ensemble du tableau, les Su-57 détruisent à 1700 km de l'Ukraine, les raffineries en feu, les hélicoptères abattus par des drones. Quelle est la cohérence stratégique derrière tout ça? C'est une stratégie de dégradation systémique. L'Ukraine ne cherche pas à conquérir le territoire russe. Elle cherche à éroder simultanément la capacité militaire opérationnelle, l'infrastructure économique et la crédibilité narrative de la Russie. Et ces trois fronts sont liés. Un pays dont les chasseurs furtifs brûlent sur leur propre sol, dont les raffineries sont frappées en impunité, dont les systèmes de défense anti-aérienne s'avèrent poreux à 1700 km de profondeur, ce pays ne peut pas continuer à tenir le même discours sur sa puissance. Pas indéfiniment. Mais ce qui est frappant, et c'est peut-être l'élément le moins discuté, c'est la précision de la sélection des cibles. Le Su-57 n'était pas juste un avion de valeur matérielle. C'était l'avion que la Russie utilisait pour dire au monde « Nous sommes dans la même cour que les Américains ». Frapper cet appareil spécifiquement, c'est frapper l'image. C'est cibler le symbole autant que le système d'armes. Et ça, c'est une forme d'intelligence stratégique qui va au-delà de la tactique militaire ordinaire. Il reste une question qui flotte au-dessus de tout ça, et c'est sans doute celle qui importe le plus sur le long terme. Est-ce que ce type de frappe change fondamentalement les calculs du conflit ? Est-ce qu'on est en train d'assister à un tournant ou à un épisode de plus dans une guerre d'usure qui n'en finit pas? La réponse honnête, c'est que personne ne sait. Les guerres d'attrition ne basculent pas en une nuit. Les systèmes autoritaires, comme on l'a dit, savent absorber les chocs et resserrer leur emprise face à l'adversité. La Russie ne va pas s'effondrer demain parce que des Su-57 ont brûlé à Tcheliabinsk. Mais ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que la Russie de mai 2026 n'est plus la Russie de février 2022. Son aviation a été saignée, sa marine en mer Noire a été neutralisée, son industrie de défense fonctionne sous pression maximale. Sa démographie souffre de la perte de centaines de milliers d'hommes jeunes. Et son programme de chasseurs furtifs, la pièce maîtresse de sa modernité militaire, vient de prendre un coup dont le retentissement dépasse largement le nombre d'appareils détruits. Le fossé entre la réalité militaire russe et le discours que la Russie tient sur elle-même ne cesse de s'élargir. Et ce fossé, à terme, a des conséquences. L'Ukraine a montré quelque chose de remarquable depuis le début de cette guerre. Une capacité à innover, à adapter, à frapper, là où personne ne s'y attendait, avec des moyens que la doctrine classique aurait jugés insuffisants. Pas parce que les Ukrainiens auraient été surestimés, mais parce qu'on a systématiquement surestimé ce que la Russie était capable de défendre. Le 25 avril en est la démonstration la plus saisissante à ce jour. Et si cette histoire t'a appris quelque chose que tu ne savais pas il y a 10 minutes, pense à laisser un like, c'est ce qui permet à ce genre d'analyse de circuler au-delà de ceux qui la cherchent déjà.